Bonjour à tous. Aujourd'hui, le docteur Wenor va nous faire une présentation sur la conférence. Le thème Femmes de 58 ans atteintes d'acide, c'est une étude de cas. Vous pouvez commencer, docteur Wenor. Bonjour à tout le monde, merci Aïcha pour l'introduction. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prise en charge d'une patiente qui s'était présentée avec une distension abdominale avec un acide. C'est un cas récent que j'avais vu et j'avais eu le plaisir de voir avec moi Dr. André Whistler, que certains d'entre vous connaissent en Haïti. Il était ici avec moi pour un stage et nous avons géré encore pris en charge cette patiente de façon conjointe. Et l'objectif de la présentation, c'est à la fin de la présentation, j'espère que les participants pourront euh, prendre en charge ou encore évaluer un patient qui se présente avec un acide et de pouvoir évoquer les diagnostics différentiels et établir une prise en charge adéquate et surtout de prévenir les complications qui seront liées à l'acide dépendamment de l'étiologie. Je vais commencer avec la présentation du cas. C'était une femme de 58 ans qui se présentait avec une distension abdominale d'une durée de 2 semaines et avec une sensation de malaise. Elle disait qu'elle n'avait pas de douleur abdominale, pas de perte de poids. Il n'y avait pas eu de changement dans la couleur de ses urines ou encore des problèmes avec la défécation. En termes pour l'appareil cardio-respiratoire, il n'y avait pas de dyspnée à l'effort ou encore d'orthopnée. Et dans son histoire sociale, elle ne consommait pas d'alcool, elle n'avait pas un antécédent de famille de maladie hépatique, mais elle reportait une histoire d'utilisation des drogues intraveineuses quand elle était jeune. Dans ses antécédents médicaux, elle souffrait de l'hypertension artérielle qui était traitée avec l'amlodipine. Elle avait également un diabète de type 2 qui était traité avec l'insuline et d'autres agents anti-hypoglycémiques. Elle travaillait comme un agent fiscal et elle vivait avec ses 2 filles. L'examen physique les signes vitaux étaient normaux, elle était en bon état de conscience. On ne retrouvait pas d'ictère dans son examen physique, mais elle apparaissait cachectique. L'examen cardiovasculaire était normal, l'examen pulmonaire était normal et on notait principalement une distension de son abdomen avec la présence de fluide qu'on pouvait retrouver à l'examen physique, des ondes ondulantes. Elle n'avait pas de douleur à la palpation, mais on pouvait palper une hépatosplénomégalie qui était modérée à 2 cm en dessous de la cage costale. Et on pouvait retrouver également des angiomas au niveau de la région thoracique. Elle avait un édème très modéré au niveau de ses extrémités et elle n'avait pas d'astérixis. Maintenant, comment normalement devrait-on approcher cette patiente? Euh, euh, Elle avait, avec l'examen physique, on avait trouvé un acide. Et l'acide, c'est une accumulation pathologique de liquide au niveau de la cavité intra-abdominale. Et les causes les plus fréquentes ici aux États-Unis, ceci peut différer en fonction de l'épidémiologie ou encore de la région. C'est principalement la cirrhose qui va représenter 85% de ces cas. Les cas de cancer sous-jacent, que ce soit intrapéritonéal comme les cancers ovariens, les cancers du foie, les cancers pancréatiques, représentent environ 7%. On va retrouver des patients avec un état d'acide ou encore d'anasaka dans les pathologies cardiaques décompensées, l'insuffisance cardiaque congestive et également on va entrer d'autres cas dans les pathologies infectieuses qui peuvent affecter
euh, la cavité péritonéale, comme la tuberculose péritonite. Et également, on va retrouver d'autres cas avec le syndrome néphrotique où on va avoir une perte accrue de protéines au niveau des reins. Donc, les cas les plus fréquents ici, c'est la cirrhose, les cancers primaires, péritonéales, encore des métastases, et l'insuffisance cardiaque congestive et le syndrome néphrotique. On ne rencontre pas souvent ici la tuberculose péritonéale que j'avais l'habitude de rencontrer de façon courante, par exemple en Haïti. Environ 5% des patients vont avoir une ou plusieurs causes d'acide. Elle peut avoir la cirrhose et en même temps souffre de insuffisance cardiaque congestive, par exemple. La pathophysiologie de l'acide, il y a quatre catégories principales ou encore de troubles qui pourraient expliquer l'accumulation d'acide. La cause la plus commune, c'est l'hypertension portale qui va entraîner une vasodilation splanchnique et il va y avoir avec, que ce soit par l'augmentation de la pression hydrostatique de fuite de liquide au milieu interstitiel. On peut avoir également l'hypoalbuminémie qu'on va rencontrer chez les patients cirrhotiques, qu'on peut rencontrer chez les patients qui souffrent de la malnutrition ou encore des troubles entériques qui vont perdre beaucoup de protéines au niveau de la région intestinale, ou encore l'hypoalbuminémie qui est liée au syndrome néphrotique, va changer la pression oncotique qui est liée principalement avec l'albumine et la pression hydrostatique qui est élevée, dans ce cas, va faciliter la fuite de liquide qui serait très difficile pour le système lymphatique de réabsorber. Et il y a également les cas de pathologie péritonéale, comme la tuberculose péritonéale, les cas de cancer primaire de la péritoine, qui vont aboutir à l'invasion des cellules cancéreuses avec libération de produits inflammatoires et aboutir à l'accumulation de liquide qui sera pathologique. Et d'autres cas qui seront très rares, si vous avez des obstructions lymphatiques, on peut avoir un acide chileux et très rarement dans les cas de pancréatite aiguë et des troubles urologiques si vous avez un trauma. Donc, c'est les urines qui vont accumuler à l'intérieur de euh, la région intrapéritonéale. Par exemple, si vous avez une rupture vésicale et très rarement dans le cas de myxœdème coma lié à l'hypothyroïdie. Pour l'hypertension artérielle, ce qui va se passer, c'est l'augmentation de la résistance au niveau du système portal va aboutir à une vasodilation planchnique au niveau de la région intra-abdominale. Et ceci va aboutir à l'activation des systèmes vasoconstricteurs et la libération des facteurs antinatriurétiques et activation du système rénine-angiotensine qui, par lui-même, va aboutir à la rétention sodique et d'eau. Et ceci va d'abord aboutir à l'accumulation d'acide, mais ce même mécanisme va également aboutir à une diminution du volume artériel effectif qui pourrait par la suite diminuer la perfusion rénale. Donc, c'est l'hypertension portale qui va aboutir à la vasodilatation splanchnique. Donc, dans ce cas, on va avoir des patients qui vont se présenter avec une augmentation de volume liquidien. Et cette augmentation proportionnelle, encore qui est supérieure par rapport à la rétention sodique, peut également aboutir à l'hyponatrémie. Et dans des cas sévères, on peut avoir une diminution de la perfusion rénale et aboutir au symptôme hépatorénal. Donc, l'hypertension en portale, c'est la cause la plus commune qui va aboutir à la formation de l'acide. Et également, c'est un autre schéma qui vous montre, en fonction du mécanisme, on peut également avoir l'hypothèse quand vous utilisez un traitement. Et le traitement peut également, à différents niveaux de ce mécanisme physiopathologique, diminuer la rétention d'eau ou encore la réaccumulation de l'acide. Quand vous utilisez, par exemple, l'aldostérone pour les patients avec l'acide. Donc, ceci va bloquer le système
encore l'activation du système aldostéronien. Dans les cas d'acide réfractaire, on peut faire ce qu'on appelle ici le TIP, c'est un shunt au niveau du système hépatique et portal. Ceci va transférer la pression portale au niveau du système veineux. Donc, on peut réduire la pression portale qui, de par elle-même, va réduire la vasodilatation splanchnique et également diminuer la récurrence des cas d'acide. Et on peut également utiliser des diurétiques qui vont principalement faciliter l'élimination liquidien et également sodique au niveau du système rénal. Donc, le traitement peut vous donner une idée des différents points d'intervention et en termes de soulagement, on peut toujours faire la parasynthèse. Et dans le cas d'hypoalbuminémie, ce qui va changer, c'est surtout un déséquilibre entre la pression hydrostatique et la pression recontique. La pression recontique est principalement euh, 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 liée à la pression qu'exerce l'albumine. Donc, dans les cas de malnutrition, dans les cas de cirrhose, on va avoir un état d'hypoalbuminémie qui, normalement, euh, euh, facilite le retien du système liquidien au niveau vasculaire avec l'augmentation de la pression portale, c'est-à-dire l'augmentation de la pression hydrostatique. On va avoir, désolé, on va avoir une fuite liquidienne au niveau des capillaires qui serait en abondance et que le système lymphatique ne pourrait pas réabsorber et le liquide va accumuler pour former l'acide. Et dans les cas d'acide maligne, et ceci peut être lié à une invasion directe des cellules cancéreuses qui vont faciliter la perméabilité capillaire. On peut y avoir également des cas d'obstruction, si vous avez une obstruction de la veine portale qui peut aboutir à une augmentation accrue de la pression portale. Et très rarement, on peut avoir que ce soit le carcinomatose primaire au niveau de la région péritonéale ou encore des métastases qui vont également, comme le péritroine, à une capacité de filtrer le liquide du liquide et ceci va aboutir à une production accrue. Donc, les cas de cancer peuvent être de façon invasive, obstruction du système lymphatique, ou encore obstruction de la veine portale, ou encore des métastases au niveau de la région péritonéale. Euh, Comme les causes les plus récemment rencontrées que j'avais mentionnées, pour les causes d'acide, c'est surtout, on avait parlé de la cirrhose, il y a également les troubles veno-occlusifs, comme le syndrome de Budd-Chiari, l'insuffisance cardiaque congestive, les cas de péricardite constrictive peut également aboutir à l'acide. Les cas de cancer, les cancers du foie, les cancers de l'ovaire, les métastases péritonéales ou encore les cancers primaires de la péritoine peut aboutir à la formation d'acide maligne. Les états qui vont entraîner une hypoalbuminémie, comme le syndrome néphrotique, les pathologies intestinales avec perte accrue de protéines, et dans les cas sévères comme le quadricore, c'est la malnutrition. Pour faire l'évaluation, c'est toujours important de commencer avec l'histoire. Et dès l'histoire, on peut toujours évoquer des hypothèses. Si vous avez une histoire qui était euh, 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 évidente, c'est toujours de commencer avec le début de ces symptômes parce que déjà, on peut avoir une idée si c'est une pathologie rénale, une pathologie au niveau du système hépatique ou encore une insuffisance cardiaque. Il faut surtout se renseigner sur la sur la durée des symptômes. S'il y a d'autres pathologies ou encore d'autres signes cardio-respiratoires, de la toux, de la dyspnée à l'effort, de l'orthopnée, qui pourrait vous donner une idée. Également avoir une idée des signes constitutifs comme la fièvre, la perte de poids, qui pourraient suggérer une infection ou encore des pathologies malignes. Les histoires de voyage, si vous avez un patient qui était de retour
euh, d'un pays où d'autres pathologies infectieuses, principalement la tuberculose, est endémique. Il faut surtout en penser. D'autres infections qui peuvent être associées, comme les histoires de VIH, de tuberculose ancienne ou encore des hépatites virales, pourraient vous donner une idée de certains types d'infections qui pourraient être la cause de l'acide. Et les patients qui ont eu des antécédents de cancer, principalement les cancers à tumeurs solides, et très important de se renseigner sur la consommation de l'alcool parce qu'il y a beaucoup de patients qui vont se présenter avec une cirrhose alcoolique. Surtout récemment, les gens consomment beaucoup d'alcool ou encore vont sous-estimer leur consommation et prendre une histoire antérieure ou encore active de l'utilisation de drogues intraveineuses, principalement l'héroïne, la cocaïne, qui pourrait vous donner une idée des risques d'infection comme l'hépatite B et l'hépatite C. Et très rarement, il y a des pathologies avec d'histoire familiale comme les pathologies auto-immunes et les gens qui ont un déficit avec l'enzyme alpha-1 antitrypsine et d'autres pathologies rénales comme la néphrotique syndrome, le syndrome néphrotique, pardon, qui pourrait vous suggérer dès l'histoire quelle pourrait être la cause de l'acide. L'examen physique est très important. Toujours commencer avec les signes vitaux et l'apparence du patient et regarder les conjonctives pour voir s'il n'y a pas d'ictère, s'il n'y a pas de derme périorbital qui pourrait suggérer un syndrome néphrotique. L'examen cardiaque à la recherche de murmures comme le sténose mitrale, voir s'il n'y a pas une distension des veines jugulaires ou encore des œdèmes au niveau des membres inférieurs qui pourraient suggérer une pathologie cardiaque, l'examen des poumons à la recherche de matité ou encore de râle, que ce soit une pathologie infectieuse ou encore une dérogation cardiaque. Il y a également des cas d'hydrothorax hépatique qui sont liés à la cirrhose, qui va aboutir à un épanchement pleural récurrent. L'examen de l'abdomen, ce sera surtout l'élément marqueur parce que c'est un patient qui va surtout venir vous voir parce qu'il y a une distension de l'abdomen ou encore un édème au niveau des membres inférieurs, à la recherche de masse pour pouvoir palper le foie, euh, 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 palper la rate, voir s'il n'y a pas d'hernie qui serait liée avec l'augmentation de la pression intra-abdominale, des hernies ombilicales, des hernies inguinales, voir s'il n'y a pas de troubles vasculaires comme les varices qu'on peut observer. Et également, on peut voir ces patients vont être surtout si c'est lié à la cirrhose ou encore des pathologies malignes, peuvent être cachectiques, qu'on peut palper euh, euh, pour rechercher des ganglions cervicaux, axillaires ou encore inguinales qui pourraient suggérer que ce soit une pathologie infectieuse comme la tuberculose, le VIH ou encore d'autres pathologies malignes. Et très rarement, on va avoir des œdèmes qui seront très accrus, qui vont être des œdèmes dépendants aux régions de la région génitale, vulvaire ou encore des œdèmes scrotales. Dépendamment de votre disponibilité, on peut toujours demander des tests paracliniques comme l'hémogramme complet principalement pour voir s'il n'y a pas d'anémie, d'anémie macrocytaire qui pourrait suggérer un déficit en folique acide ou encore en vitamine B12 ou encore qui est lié directement à la consommation d'alcool ou une anémie qui serait liée à une pathologie chronique comme la tuberculose. On peut toujours euh, voir s'il y a un déficit plaquettaire qui pourrait suggérer qu'il y a des troubles au niveau de la moelle épinière ou encore s'il y a des problèmes au niveau de la pression portale qui pourrait être élevée. Et si vous avez accès à l'INA pour voir s'il y a des problèmes de coagulation qui pourraient suggérer des troubles hépatiques, l'examen des urines, principalement la recherche de sang et également de protéines, dans le cas de syndrome néphrotique, des fois avec un test de VIH ou encore des tests pour rechercher la sérologie hépatique, principalement à la recherche de l'hépatite B chronique ou aiguë,
si l'examen suggère ces pathologies. On peut toujours avoir, non seulement les patients peuvent présenter avec des acides, mais une radiographie pulmonaire peut vous montrer s'il y a des lésions ou encore des infiltrations euh, parenchymes au niveau des poumons qui pourraient suggérer une pathologie infectieuse comme la tuberculose ou encore un épanchement pleural unilatéral ou bilatéral qui pourrait suggérer une décompensation cardiaque ou euh, un hydrothorax hépatique lié à la cirrhose sous-jacente. Et ce qui va, et Ramon peut toujours demander un électrocardiogramme pour voir s'il y a principalement de troubles d'infarctus antécédents. Et l'élément qui sera idéal, c'est tout patient qui a un acide va nécessiter une parasynthèse pour pouvoir établir le diagnostic. Donc, la parasynthèse, c'est la ponction du liquide acétique intra-abdominal. C'est une intervention qui peut être diagnostique ou encore thérapeutique. C'est une intervention qui est facile à réaliser, qui est en général qui ne coûte pas beaucoup à faire. On peut le faire au chevet du malade. Et c'est l'évaluation de première ligne qui est recommandée par les associations de maladies hépatiques ici. Donc, l'indication serait surtout tout patient qui se présente avec un acide nouveau, des patients qui ont des troubles d'encéphalopathie avec acide, l'encéphalopathie hépatique, un patient qui a l'acide avec une insuffisance rénale aiguë pour s'assurer qu'il n'y ait pas de syndrome hépatorénal. Ce qu'on va surtout demander, c'est d'abord une analyse des cellules au niveau de l'acide. On va surtout demander un taux d'albumine et un taux de protéines au niveau de l'acide pour pouvoir calculer le gradient entre l'albumine sérique et l'albumine au niveau de la région de l'acide, ce qu'on appelle le SAG. Et très rarement, si la présentation clinique ou encore la probabilité indique, on peut toujours demander une cytologie si vous pensez à une pathologie maligne sous-jacente ou encore d'un acide maligne. Dans le cas d'acide, une fois que vous avez l'albumine sérique ou encore l'albumine et le taux de protéines acétiques, on peut calculer le gradient. Si vous avez un gradient entre l'albumine sérique et l'albumine au niveau de l'acide qui est supérieur à 1,1 g par décilitre, inférieur ou supérieur ou égal à cette valeur, ceci sera une indication que le mécanisme qui entraîne l'acide, c'est une hypertension portale. Ceci a une sensibilité de 97% et une spécificité de 90,2%. Et si vous avez maintenant un taux de protéines au niveau de l'acide qui est supérieur à 2,5 g, ceci va en général suggérer que c'est une pathologie cardiaque qui est la cause de la pression portale élevée. Et dans le cas de cirrhose, vous allez avoir un taux de protéines acétiques qui est inférieur à 2 grammes. Ceci va indiquer en général c'est une pathologie hépatique qui est la cause. Donc déjà, avec un test qui est très simple, qu'on peut réaliser, ces valeurs pourraient vous donner l'idée de la cause sous-jacente de l'hypertension portale. Il y a très de cas qui sont un peu plus complexes où les patients vont avoir un acide qui serait lié à la fois à une cirrhose ou encore à une pression hypertentale causée par la cirrhose et en même temps à une décompensation cardiaque. C'est un schéma qui vous dit que si vous avez encore, pour vous montrer, si vous calculez le gradient et vous avez un taux de protéines qui est supérieur à 1,1 g par décilitre, et vous avez deux possibilités. C'est le taux de protéines acétiques maintenant qui va vous guider. Un taux qui est inférieur à 2,5 g va suggérer des pathologies au niveau de la région hépatique, c'est-à-dire une hypertension portale liée à des troubles au niveau du foie. Et si vous avez un truc comme la cirrhose ou encore les obstructions occlusives dans le cas de Budd-Chiari syndrome, de syndrome de Budd-Chiari,
Et si vous avez un taux de protéines qui est supérieur à 2,5 grammes par décilitre, on va penser à une hypertension portale qui serait liée à des troubles cardiaques comme l'insuffisance cardiaque congestive, les cas de péricardite constrictive. Très rarement, il y a des obstructions au niveau de la veine cave inférieure ou encore des troubles obstructifs au niveau des tumeurs qui envahissent les régions sinusoïdales au niveau de la région hépatique. Si vous avez un taux de protéines qui est inférieur à 1,1 g au niveau du SAG, ceci peut être lié à des troubles intrapéritonéales comme le syndrome néphrotique, les cas de pancréatite aiguë, la tuberculose ou encore des tumeurs péritonéales. Donc, le SAG est très important à calculer pour pouvoir aboutir à un schématique d'orientation en termes de diagnostic différentiel. Ce qu'il faut surtout penser, c'est les complications qui peuvent arriver à la ponction abdominale et principalement, c'est les hémorragies ou encore les hématomes qui peuvent lier si vous poncturez les artères épigastriques ou encore les veines au niveau de la région abdominale. Il faut se souvenir que ces veines sont également tributaires du système portal. Donc, ce sont des vaisseaux qui sont à haute pression. On essaie surtout de faire une ponction au niveau de la région euh, de l'hypochondre droit, la fosse iliaque droite ou gauche, en dehors de l'acheminement des vaisseaux hépatiques, épigastriques. Et l'hypotension qui est liée principalement avec des parasynthèses ou encore de lavage péritonéal massive. On essaie de limiter ces complications par l'administration de l'albumine et très rarement des cas d'infection qui peuvent être liés par l'introduction de bactéries si vous n'avez pas nettoyé la peau. Et les cas de perforation intestinale, il y a des patients qui ont euh, des adhésions sous-jacentes ou encore qui peut avoir une distension abdominale qui pourrait suggérer un acide. Et dans le cas contraire, c'est le liquide intra-intestinal que vous regardez. Et si il y a des cas de ponction des organes sous-jacents, principalement si vous avez une rate ou encore un foie qui est très agrandi, des cas d'hépatosplénomégalie massive. J'ai même vu un cas où il y a eu une ponction de kyste rénal qui était géant, que le résident ne s'était pas n'avait pas prêté attention, il y a eu une ponction au niveau d'un kyste rénal. Ces genres de complications maintenant sont minimisées par l'utilisation courante ou encore recommandée d'une ponction abdominale sous guidance ultrasonographique. Maintenant, c'est recommandé, c'est des soins standards qu'il faut faire la ponction abdominale après avoir évalué la région abdominale avec euh, une guidance en sous-direction ou encore sous visualisation directe avec la sonographie. Et il y avait eu même un cas qui était reporté de patients qui se présentaient avec une distension abdominale qu'on pensait que c'était de l'acide. C'était un patient qui était uniquement obèse. Donc, les cas d'obésité massive peuvent vous donner, vous tromper, penser que c'était un acide. C'était également uniquement du tissu adipeux. Donc, la sonographie, si vous avez accès, il faut surtout penser à utiliser pour essayer de limiter ces cas de complications. Pour retourner à notre cas, on pourrait voir que notre patiente se présentait avec une distension abdominale d'environ de 2 semaines et on n'avait pas trouvé de signes constitutifs en termes de douleur abdominale, il n'y avait pas de perte de poids, elle ne présentait pas avec de toux, il n'y avait pas eu de changement au niveau des urines qui pourrait suggérer des problèmes rénaux. Elle ne consommait pas de l'alcool. On peut toujours éliminer les problèmes liés à l'alcool. Et ce qui était important pour nous, c'est qu'elle avait une histoire de consommation de drogue intraveineuse qui pourrait suggérer encore la portée à risque des infections comme les hépatites ou même le VIH.
Elle se traitait avec l'amlodipine pour l'hypertension. Il y a des cas d'œdème au niveau des membres inférieurs qui pourraient être liés avec l'amlodipine, mais pas de cas d'acide reporté. Et elle était diabétique, comme hypothèse également, des patients qui pourront avoir des syndromes néphrotiques avec une perte massive de protéines au niveau des reins peuvent avoir un syndrome néphrotique. Et elle travaillait comme un arrêt fiscal, elle n'avait pas vraiment d'autres risques qui étaient liés à ce mode de vie en dehors de l'antécédent de consommation de drogue intraveineuse. Ses signes vitaux étaient normaux, elle n'avait pas d'ictère, elle était consciente et pouvait contribuer à son histoire. Donc, on n'avait pas pensé avec d'encéphalopathie hépatique. Elle n'avait pas d'ictère, elle apparaissait un peu maigrie. Son examen euh, cardio-respiratoire était normal. Elle avait une distension abdominale avec une palpation du foie et de la rate et on pouvait mettre en évidence un acide, même à l'examen physique. Donc déjà, on avait l'hypothèse que ce sera probablement une pathologie hépatique au lieu d'une pathologie cardiaque, même avec l'examen physique. On avait pu faire des bilans comme une radiographie du thorax qui ne montrait pas de lésion, c'était normal. Son électrocardiogramme était complètement normal. Donc déjà, on ne pensait pas avec des problèmes cardiaques. Et l'hémogramme complet montrait une euh, un cytopénie qui était modérée, les enzymes hépatiques étaient normaux. Elle avait un taux d'albumine qui était inférieur à la normale, donc on pouvait déjà penser, il y a une cytopénie, il y a un taux d'albumine qui était normal. Est-ce que c'est un problème hépatique ou encore c'est un problème rénal? C'est les éléments de coagulation étaient normaux. Elle avait une fonction rénale qui était normale. Et on avait pu faire une lame périphérique qui ne montrait pas de cellules de schizocytes ou encore de blastes qui pourraient suggérer une pathologie centrale au niveau de la moelle ou encore d'autres pathologies tumorales comme le lymphome. Le fait qu'elle était diabétique, son taux d'hémoglobine A1C était de 7. L'examen des urines montrait environ une protéinurie qui était modérée et on avait pu mesurer les protéines de 24 heures qui étaient inférieures à 3 grammes. Donc, ceci pourrait dire que c'est une néphropathie diabétique, mais ce n'était pas à un niveau qui pourrait suggérer un syndrome néphrotique. Également, les tests pour l'hépatite virale montraient qu'elle avait un anticorps pour l'hépatite C qui était positif et on avait pu faire mesurer le taux de hépatite, la charge virale qui était d'environ 1,7 million. Donc, c'était un patient qui avait probablement une hépatite chronique, une hépatite C qui était chronique et les autres tests viraux pour l'hépatite B étaient négatifs. Son test pour le VIH était négatif. On avait même pu mesurer les anticorps pour les pathologies auto-immunes. On avait pu faire une protéine électrophorèse sérique pour les protéines qui ne montrait pas de troubles au niveau des immunoglobulines ou encore d'élévation des protéines M qui pourraient suggérer d'autres pathologies comme l'amyloïde secondaire qui peut se présenter avec des troubles néphrotiques. Elle avait un échocardiogramme, même lorsque l'histoire clinique ne suggérait pas, mais elle avait eu un échocardiogramme qui était complètement normal et avec un taux de proBNP qui était à 54 picogrammes par millilitre. Donc déjà, on a pu exclure des troubles cardiaques comme l'hypertension pulmonaire, l'insuffisance cardiaque congestive ou diastolique. Elle avait eu un scanner abdominal avec contraste qui montrait uniquement de l'acide, mais qui ne révélait pas de masse sous-jacente. Déjà, on pourrait peut-être ne pas penser à des troubles cancéreux, ou des pathologies cancéreuses,
La sonographie hépatique avait montré des changements qui pourraient suggérer une cirrhose sous-jacente et la présence d'acide qui était modéré. Donc, comme on était en face d'un patient qui avait un état d'acide et qui n'était pas lié vraiment à des troubles cancéreux ou encore des pathologies cardiaques, on avait pu faire une parasynthèse avec un prélèvement de 6 litres avec de l'albumine qui était ajouté. Et on a mesuré la protéine au niveau de l'acide et l'albumine qui montrait un taux de protéine à 2,3 et un taux d'albumine à 1,1. Par la suite, la cytologie était négative, mais qu'on a calculé le gradient entre l'albumine sérique et l'albumine acétique, c'était à 1,7. Donc, c'était supérieur à 1,1. Donc, cela suggère que la cause sous-jacente, c'était une hypertension portale et la protéine acétique était à 1,1 qui suggérait que très probablement c'est une pathologie hépatique comme la cirrhose. Donc, son gradient était à 1,7 et le taux de protéine C à 1,1. Donc, on pensait à une hypertension portale, très probablement avec une cirrhose sous-jacente. Mais ce qui était important, on voulait savoir quel est le degré ou encore l'avancement comme les tests paracliniques suggéraient une cirrhose hépatique. Elle avait eu une biopsie au niveau de la région hépatique qui ne montrait pas d'évidence de cirrhose, mais qui montrait uniquement d'une fibrose de grade 1 ou 2 qui était liée principalement à l'hépatite virale C et il n'avait pas vraiment de cirrhose au niveau pathologique, l'examen pathologique. Et par la suite, elle avait eu une vénogramme au niveau de la région hépatique qui confirmait la présence d'hypertension portale et avec un taux moyen de pression qui était à 14, la normale c'est jusqu'à 6, et on ne retrouvait pas d'obstruction au niveau des vaisseaux hépatiques. Donc, c'est un patient qui, les examens paracliniques suggéraient une hypertension portale, probablement à des troubles hépatiques comme la cirrhose, mais la biopsie hépatique elle-même ne montrait pas d'évidence de cirrhose, plutôt à une fibrose modérée et on savait qu'elle avait également une hépatite chronique qui était active. Et on a pu prouver qu'il n'avait pas eu d'obstruction au niveau de la région portale, des veines portales, comme le syndrome de Buchiari, qui pourrait suggérer cette augmentation de la pression portale. Qu'est-ce qu'on avait pu faire pour ce patient? Donc, on avait d'abord confirmé le diagnostic, c'est une hypertension portale secondaire à euh, à l'hépatite C qui était active sans pour autant avoir un état de cirrhose. Et on a pu prouver également avec l'examen de protéines urinaires qui n'avait pas de syndrome néphrotique, mais plutôt une néphropathie diabétique. Donc, après la parasynthèse, on a pu placer le patient sur un traitement avec, la furosémide et l'aldactone. Donc, déjà, on va essayer de bloquer le système aldostéronien et on va faciliter l'élimination liquidien et sodique par la voie rénale. Et le fait que c'était un patient qui était diabétique et également elle avait, je pense, une allergie ou encore des effets secondaires reportés avec les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, on avait pu le placer sur le valsartan pour essayer d'éliminer les protéines au niveau des urines. Et on avait recommandé une diète désodée pour minimiser les risques de rétention en liquidien. Et même lorsqu'on n'avait pas une évidence qui était on n'avait pas vraiment une évidence, on avait pu discontinuer la nodipine parce qu'il y a des cas d'édème inférieur qui pourraient reporter à la nodipine et ceci pour également faciliter qu'elle pouvait prendre en combinaison l'aldactone et le valsartan pour minimiser les risques d'hypotension. Et par la suite, on a pu référer cette patiente au service des maladies infectieuses et pour voir un hépatologiste parce que l'élément primaire, c'est une hépatite C chronique qui n'était pas traitée
Déjà, même lorsqu'on avait parlé de cirrhose hépatique prouvée, mais on sait que si l'hépatite C reste non traitée, ceci peut aboutir à la cirrhose et éventuellement peut aboutir à des risques de cancer hépatique. Il y a des traitements maintenant qui sont très efficaces de 12 semaines pour pouvoir faire le traitement de l'hépatite C. On espère que le traitement pourrait peut-être minimiser le risque de progression de la pression portale. Et certains des patients, si l'hépatite C est traitée, ou encore ils ont un bon suivi, ils ont un bon support, et s'ils ont eu des cas d'acide réfractaire qui n'arrivent pas à être gérés avec les médicaments ou encore les interventions comme le shunt porto-jugulaire peuvent même aboutir à la transplantation hépatique. Mais nous pensons que le traitement principal, c'est d'abord avec la diurétique et l'anti-aldostérone et faire le traitement euh, de l'hépatite C qui pourrait donner une chance maximale pour pouvoir minimiser les risques de développement de la cirrhose hépatique. Donc, c'était un cas qui se présentait comme un acide qui pourrait être lié à la cirrhose, mais la pathologie ne montrait pas de cirrhose, plutôt une fibrose hépatique modérée liée à l'hépatite C. Je vous remercie pour votre écoute et votre participation. Je suis prêt à entendre vos suggestions encore si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions?